Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Vivo Vojo. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Bonsoir, je vois vous connecter. Coucou Martine, coucou Annie, coucou Christiane, coucou Rita, coucou Michel, coucou à tous. Voilà, vous avez la bonne habitude, dites-nous d'où vous venez. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir un petit peu, de voyager partout en France et hors de nos frontières. Bon, alors nous poursuivons notre élan de gagner en autonomie, en santé, avec ce soir un webinaire placé sous le signe du renforcement de la loi physiologique de l'hormèse. Et pour cela, nous avons un guide incontesté du sujet, Monsieur David Tan. Salut David. Salut Mathilde, bonjour à tous. Ça fait extrêmement plaisir de te voir, de passer cette soirée avec vous tous sur Vivo Vojo. Je vous souhaite à tous une excellente année remplie de ce que j'appelle le SAV, santé, amour et vitalité. Être en pleine santé, rempli d'amour pour vous et pour votre environnement et rempli d'énergie de vie. Ah oui, l'énergie de vie, c'est précisément ce dont tu vas nous parler ce soir, comment refaire jaillir ce feu que l'on a tous en nous, refaire jaillir cette vie qui existe à l'intérieur de chacun de nous, mais qui parfois par des habitudes, des méconnaissances parfois s'éteint un petit peu. Donc tu vas nous donner plein de clés pour voilà, la refaire jaillir et la refaire vivre en chacun de nous. Coucou à tous. Bon, on vous laisse vous connecter tranquillement. Coucou Daniel, Annie, Ralph, Cécile. C'est vraiment un plaisir. Merci à tous. Vous êtes nombreux à vous être connectés ce soir. Vous êtes inscrits. On est ravis de vous retrouver. Je vois l'Alsace, la Bretagne, Genève avec Christiane, la Belgique et également, je vois avec Rita. Ça, un vrai plaisir de vous lire. Coucou Délie. Voilà, c'est un vrai plaisir. Alors, David, tu es un habitué de la plateforme de Vivo Vojo. Donc, je rappelle pour nos chers abonnés, mais peut-être des nouvelles personnes qui pourraient être ici, que tu es ostéopathe, kinésithérapeute, ostéopathe déo. Ce qui t'a permis, à la toute base de ta pratique, de te donner une réelle assise, expertise, on peut dire, de la physionomie et la physiologie. Mais tu te rends rapidement compte que la santé va bien au-delà du simple corps et tu commences à explorer avec l'enthousiasme et la passion que l'on te connaît, le développement personnel et puis l'art de guérir depuis plus de 25 ans, je crois, 25 ans environ aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Tout à fait, plus de 25 ans, ouais. Belle expérience. Alors, tu as accompagné plus de 40 000 personnes, 40 000 patients de plus de 80 nationalités différentes à travers de plus de 75 pays. Donc, voilà, depuis près de 25 ans, tu viens de nous le dire. Et de cela, tu as créé ta méthode, la méthode de Life Force, avec comme le mantra, un peu ton mantra, si je puis dire, que tu nous partageais en tout début de webinaire, ton SAV, qui me plaît énormément parce qu'il résume à merveille ce que tu partages, santé, amour et vitalité. Et puis tu ne cesses d'aller enrichir en tout cas tes accompagnements. On discutait un tout petit peu avant de se connecter là en live que tu reviens d'une expérience extrêmement riche, mais qui va apporter de nouvelles couleurs aussi à tes accompagnements. Complètement. J'ai eu la chance de passer tout le mois de décembre au Pérou, en Amazonie, et de travailler avec la connaissance ancestrale, notamment des chamans, de travailler avec certaines plantes sacrées, et c'est quelque chose qui est très transformationnel, et c'est quelque chose que j'aime faire depuis plus de 25 ans, parce que comme tu le disais, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de toujours voyager beaucoup comme professionnel de santé, en travaillant pour des ONG, de rencontrer beaucoup de guérisseurs, beaucoup de chamans de par le monde. Et c'est ma plus grande passion, en fait. Une de mes plus grandes passions, c'est de mélanger ces connaissances ancestrales depuis la nuit des temps, à travers les différentes cultures des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour être en pleine santé, pour apprendre à s'aimer, pour être en pleine énergie de vie, et de le passer au filtre de la neurobiologie ou de la neuroscience qui me passionne, pour en extraire le nectar.
Et une des choses que je sais bien faire, c'est ça, c'est en extraire les principes, ce que j'appelle les principes du vivant, parce que vivre en bonne santé, vieillir en bonne santé, c'est possible, comme tu le sais, et ça s'apprend. Et malheureusement, on l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas forcément dans sa famille. Moi, par exemple, mes parents ne savaient pas ces choses-là, tous ces principes du vivant, comment on gère son intériorité, quelles sont les clés sur les 5 piliers qu'on va voir, les 5 domaines de vie, comme les rythmes de vie, la nutrition, la respiration, pour promouvoir plus d'énergie de vie et une meilleure immunité. C'est ça on va parler de ça ce soir. Comment renforcer son immunité? Comment vous pouvez faire des choses très simples, pas simplistes, mais très simples, tous les jours pour vous et pour vous renforcer votre immunité. Je dis toujours, Mathilde, tu le sais, c'est être en santé, être en bonne santé, être en bonne énergie de vie, la cultiver par choix et pas par chance. Absolument. C'est une histoire de choix et pas de chance. On parlera des zones bleues, tu sais, dans tous ces voyages depuis 25-30 ans, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps dans chacune de ces zones bleues. Les zones bleues, vous pouvez nous mettre dans le chat, les amis, si vous avez déjà entendu parler des zones bleues. Ce sont des endroits sur la planète où il y a une longévité de population. C'est là, grosso modo, que vous avez le plus de centenaires et le plus de nonagénaires, et très souvent en bonne santé, comme Okinawa au sud du Japon, Nicoya au Costa Rica, où on était juste avant le Covid, Loma Linda aux États-Unis, en Californie. Il y a Ikaria, une petite île des Cyclades en Grèce, et une vallée de la Sardaigne qui s'appelle Barbagia. Ensuite, il y a d'autres zones officieuses. Et d'ailleurs, au mois de mars, j'ai la chance de retourner en Chine, de passer tout mon mois de mars en Chine. Notamment, il y a la vallée de Bama, dans le sud-est de la Chine, où il y a une vallée des centenaires aussi, comme la vallée des centenaires de Vilcabamba, en Équateur, où j'étais aussi en 2021. Et j'ai ce projet. Il y a d'autres zones officieuses comme les Hunzas aussi au Pakistan, Abkhazia, en Géorgie. La Martinique est rentrée dans les zones bleues aussi. Formidable. Ah, je l'ignorais pour la Martinique. Ouais. Génial. C'est tout nouveau. C'est un scoop. J'ai la chance d'être ami avec Michel Poulain, qui est le démographe historien qui a donné le nom aux zones bleues, qui faisait partie de l'équipe de Dan Buettner. Donc c'est lui qui valide en fait les zones, parce que il y a toute une histoire de biostatistique pour valider d'un point de vue démographique, parce qu'il y a certaines zones où il y a eu beaucoup de triche au niveau des âges, et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une p-value, qui est un certain nombre de centenaires par mètre carré. Il faut qu'il y ait une certaine densité pour que ça soit validé. Et puis, il faut faire ce qu'on appelle un cross-checking quand il n'y a pas de registre de naissance. Parfois, il y a des gens, j'ai eu la chance, moi, dans mes voyages, de rencontrer des super centenaires qui ont 110 ans. À cette époque-là, dans certains pays, il y avait pas de registre de naissance, donc il faut croiser les informations pour valider ces âges. Et la Martinique est rentrée il y a quelques mois dans les conditions qui permettent de rendre une zone bleue officielle. Donc voilà, comme tu sais, ça me passionne, et j'ai le projet avec mon ami Julien Perron, on a le projet de filmer, de faire un documentaire sur toutes les zones que j'ai déjà traversées, puisque j'ai tous les contacts avec les scientifiques, ce que j'aime énormément, et aussi avec avec quelques familles. J'ai dû rencontrer une soixantaine de familles, mais surtout les entremetteurs dans les différentes zones qui te permettent de rencontrer les anciens et puis de rencontrer les scientifiques. Et comme je le dis, tu sais, je parle de ça parce que moi, comme déjà David, en tant qu'être humain, et ensuite en tant que professionnel de santé, c'est vraiment la thématique de ce qu'on fait ce soir, renforcer son immunité de façon naturelle. Comment mieux vivre, comment renforcer son système immunitaire, et vous allez voir son système immunitaire émotionnel. C'est peut-être la chose la plus importante. Ça veut dire retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Vous allez voir que ce qu'est l'hormèse, on va le définir. Je vais vous donner quelques exercices très simples, mais vous allez voir à quel point ça va vous permettre aussi de mieux faire face au stress. Et c'est tellement important pour moi que
ces anciens que j'ai pu rencontrer, ces centenaires, j'ai dû faire dans ma vie, je pense, une soixantaine de câlins à 60 centenaires différentes de par la planète dans ces zones bleues. Ça veut dire passer suffisamment de temps avec eux pour lier d'amitié, pour voir comment ils ont vécu leur vie. Et clairement, pour moi, ça a changé mon paradigme sur la vieillesse. De voir une personne de 104 ans toujours monter à cheval et être au galop, je vous assure que ça vaut tous les débats du monde, ça vaut tous les bouquins du monde. Une image, vous le savez, vaut 10 000 mots. Pour moi, ça a complètement pulvérisé mon paradigme de ce que c'était la vieillesse. Et moi, comme jeune professionnel de santé, j'ai commencé à travailler en soins palliatifs, en gériatrie, où j'avais des gens de 70, 75 ans, grabataires, avec un petit syndrome extra-pyramidal, des complications neurodégénératives. Et pour moi, c'était devenu ma réalité. Parce que vous savez que l'espérance de vie, l'espérance de vie déjà et l'espérance de vie en bonne santé, ce sont deux choses complètement différentes. L'espérance de vie en Europe, elle est autour de 84 ans pour les femmes et un peu plus de 79 ans, 79,7 pour les hommes. Et le temps a diminué depuis quelques années. Exactement. Et là où ça pique, Mathilde, tu le sais bien, c'est l'espérance de vie en bonne santé, ce qu'on appelle lifespan. Là, c'est autour de 64 ans seulement. 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes. Donc, ça veut dire qu'on vit 64 ans en bonne santé. Et après, on vit grosso modo entre 16 et 20 ans de plus, mais malade. C'est pas du tout sexy. Et le fait de rencontrer des centaines de personnes, si je compte les octogénaires, les nonagénaires et les centenaires que j'ai rencontrés dans ma vie, on approche le millier en bonne santé, ça a complètement pulvérisé mon paradigme sur la vieillesse. Donc oui, vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Et oui, la condition, c'est que vous changiez votre mode de vie au quotidien. Les petits choix que vous faites, j'invente des conjugaisons, les petits choix que vous faites au quotidien sont juste essentiels. On appelle ça l'épigénétique. J'ai eu la chance, j'ai développé une grande expertise sur la longévité. J'ai eu la chance de faire un TEDx aussi sur cette thématique-là. Dans la science de la longévité, on dit que vos choix de vie au quotidien, l'épigénétique, petit choix après petit choix, c'est prépondérant entre 75 à 90%. Ça veut dire que votre génétique, votre patrimoine génétique, en regard à la longévité, ne compte en fait qu'entre 10 et 25%. C'est juste génialissime. Ça veut dire que même si dans votre famille, tous les hommes ou toutes les femmes ont été atteints de telle ou telle pathologie, si vous changez votre mode de vie au quotidien, petit choix après petit choix, ces gènes ne s'exprimeront pas. Donc, le meilleur moment pour investir, c'est le 9 janvier 2024, maintenant tout de suite, dans ce webinaire sur vous. Et bien sûr, c'est comme en investissement immobilier. L'autre meilleur moment, c'était d'il y a toujours 20 ans. Mais il n'est jamais trop tard tant que vous êtes vivant, tant que vous avez une flamme de vie à l'intérieur de vous pour la cultiver à travers les principes de l'hormèse, pour la redévelopper, développer plus de vitalité, plus de feu intérieur et plus d'immunité. Écoute, tu nous as fait une introduction magnifique, extrêmement encourageante de rappeler que tout dépend de l'épigénétique et tout dépend de ce que nous faisons de notre vie, de notre quotidien. Et puis, riche de tous tes voyages, tu nous en as parlé là de certains, il y en a encore beaucoup d'autres. Tu vas nous partager ce soir toute la quintessence que tu as pu retirer de ces enseignements. Alors, l'hormèse, c'est vrai que c'est un mot qui peut paraître un peu barbare parfois, l'hormèse. Peut-être que vous savez d'ores et déjà ce que signifient ces lois de l'hormèse ou peut-être pas. Mais intuitivement, c'est vrai que David, on peut se dire qu'il existe deux grands groupes, le fragile, le robuste. On prend un objet dit fragile, on le jette contre un mur, il se brise. On prend un objet dit robuste, on le jette contre un mur, il reste à peu près en l'état parce qu'il est robuste. Et puis finalement, il existe ce troisième état qui est propre au vivant, qu'on appelle l'hormèse.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis nous donner cette définition, ce qui le différencie de ce fragile ou de ce robuste? C'est une des plus grandes lois physiologiques, après la loi de l'homéostasie, qui est la capacité de notre physiologie à un organisme vivant à s'autoréguler, à rester en équilibre. L'hormèse, c'est cette capacité d'un organisme vivant, donc nous, soumis à certains types de stress qu'on va voir ce soir. Il y en a 4, il y a 4 grandes familles, dit stress hormétique. Avec la bonne intensité et la bonne durée, eh bien, ces organismes vivants, c'est-à-dire nous, on a cette capacité de devenir plus fort, de se renforcer. Donc, j'aime bien reprendre, tu sais, cette fameuse phrase de notre philosophe Nietzsche qui disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ben, il a complètement raison. Il aurait même peut-être dû, ou il a peut-être omis on purpose, de façon volontaire, ce qui ne nous tue pas, en fait, nous rend plus forts ou handicapés si on ne connaît pas la loi physiologique de l'hormèse. Ça, c'est une phrase qui, pour moi, est complètement juste et fait énormément sens. Donc, si on s'expose à certains types de stress, par exemple l'hypoxie intermittente, c'est-à-dire l'apnée, de façon volontaire, la privation volontaire de nourriture, c'est-à-dire le jeûne, il y a toujours ce côté volontaire qui est là. L'exposition au très chaud, au très froid, encore une fois de façon volontaire, et le sport haute intensité court intervalle, qu'on appelle le HIIT, de façon volontaire, avec la bonne dose, le bon dosage, la bonne intensité et la bonne durée, suivi, et c'est là où c'est extrêmement important, suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant pour avoir ce qu'on appelle le rebond hormétique, c'est-à-dire les bénéfices de l'hormèse. Et ça devient de plus en plus populaire. Alors, effectivement, moi, cette loi physiologique, c'est ma façon de vivre et depuis une bonne quinzaine d'années, ça a révolutionné complètement ma vie puisque je n'ai pas appris ça à la faculté de médecine dans mes études de kinésithérapie et d'ostéopathie. Je l'ai découvert sur mon chemin de vie à travers tous ces voyages. C'est en train d'être plébiscité énormément depuis 2-3 ans. Et en fait, il y a beaucoup de confusion. Bien sûr, moi, dans mes stages Life Force, dans tout ce que je propose, on travaille énormément avec ces principes hormétiques pour construire ce qu'on appelle une antifragilité. Tu parlais d'objets fragiles ou d'objets robustes. Moi, un de mes grands mentors, et que je vous recommande de lire, il s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit Antifragilité. L'antifragilité, c'est antifragile, ça s'appelle le bouquin. Oui. L'antifragilité, ça va au-delà du concept de résilience de Boris Cyrulnik. Si je vous donne un exemple très très simple, quand on est la résilience, si ça c'est votre état d'équilibre, quand on prend un stress dans sa vie qui nous déséquilibre, quelqu'un de résilient, au bout d'un certain temps, va, s'il fait le travail et s'il a cette capacité, va revenir à son état initial. L'antifragilité, ça va au-delà de ça. Quelqu'un qui prend un stress qu'il couche dans sa vie, un stress, un traumatisme, c'est quelque chose qui est too fast, too much, too soon. Tu sais que j'ai un grand amour pour la gestion de stress et la gestion d'intériorité. J'interviens énormément dans la prévention du burn-out. Tout ce qui est traumatisme, c'est que c'est trop fort, trop vite et trop rapide pour votre système pour être processé. Ça, c'est quelque chose qui vous déséquilibre complètement. Quelqu'un qui sait gérer et qui est antifragile et qui récupère de ce traumatisme, qu'il soit émotionnel ou physique, va pas revenir à son point de départ, mais il va redevenir plus fort. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que, à travers ces principes de l'hormèse que je vais vous détailler là, de comprendre que l'être humain, c'est un être
antifragile. On est bien plus que résilient, mais il faut connaître ses principes. Donc, ça demande de prendre un petit temps, de faire un pas en arrière et d'étudier ces principes quand on ne les connaît pas. Je vous donne un exemple très simple. Moi qui suis ostéopathe, mon premier amour, c'est l'ostéopathie et la kinésithérapie. Donc, où j'ai développé une grande expertise sur le corps. Et je vous donne un exemple. Ceux d'entre vous qui ont eu une fracture osseuse savent bien que lorsque la fracture consolide, moi je me suis occupé de milliers de personnes qui étaient dans ce cas-là, systématiquement, au niveau de la zone fracturaire, la physiologie fait son boulot, fait son taf, et ce qu'on appelle les ostéoblastes, les cellules qui construisent la matrice osseuse, vont faire ce qu'on appelle un cale osseux, c'est-à-dire qu'au niveau de la zone fracturaire, si vous avez une fracture du radius par exemple, eh bien, il va y avoir plus d'os là où il y a eu la fracture. Donc, à l'endroit où l'os a été cassé, donc fragilisé, la physiologie humaine va être antifragile et rendre l'os plus fort là où il a été cassé. C'est bien un exemple, c'est l'exemple même cellulaire de l'antifragilité. L'os ne recassera jamais au même endroit. Il va recasser au-dessus ou en dessous, mais jamais sur la zone fracturaire parce qu'il y a plus d'os. La densité osseuse est plus grande sur la zone fracturaire. Donc c'est vraiment un exemple qui m'a toujours bouleversé et qui m'a permis de comprendre sur ce chemin de vie, dans tous ces voyages, en fait, ce principe de l'hormène, de dire mais oui, nous sommes des êtres profondément antifragiles quand on connaît les principes pour les activer et les mettre en place au quotidien. Oui, c'est en nous, en fait. C'est vraiment quelque chose, on est programmé, en fait, pour être antifragile, mais avec des conditions particulières. Donc, tu nous parlais vraiment de ce rebond qui est important. Tu nous parlais aussi de l'intensité, de la manière dont le stress agit sur nous. Donc, il y a des petites règles, du coup, à respecter avant peut-être de rentrer dans les 4 portes. 5, il y en a une qui se divise un peu en 2. Tu vas nous expliquer plus en détail. Est-ce que tu peux nous préciser ces grandes règles, en fait, qui jouent sur l'épigénétique, qui nous permettent de nous renforcer, mais qu'il ne faut absolument pas négliger? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et justement, Mathilde, la chose la plus importante, c'est de comprendre ce repos hormétique. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, j'ai fait de l'hormèse, je pratique l'hormèse. En fait, ces gens, par exemple, le bain froid est devenu très populaire. En fait, tu fais juste une douche froide ou un bain froid. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux où des gens qui ne se sont pas formés disent, par exemple, je mets 3 heures à récupérer, à avoir un frisson thermique en sortant d'un bain dans un lac qui est à 5 degrés ou en prenant une douche froide, ou je fais un hit suite à l'annonce du webinaire, j'ai répondu à plusieurs personnes d'ailleurs sur les réseaux sociaux sur ça. Moi, je fais une marche à moins 25. Quelqu'un qui était en Russie pendant 1 heure, c'est de l'hormèse. Non, c'est juste si ces personnes-là qui s'exposent comme ça, par exemple, si tu mets 3 heures à te réchauffer après, tu as juste fait une marche trop longue à moins 25 degrés ou tu as juste fait un bain froid. Mais ça n'a rien d'hormétique. Au contraire, c'est épuisant pour le système. Si vous n'êtes pas en capacité de vous réchauffer tout seul après, vous allez juste vous épuiser encore un petit peu plus. On appelle vos surrénales, vos glandes surrénales. C'est les petits chapeaux chinois que vous avez au-dessus des reins qui sont responsables de relarguer ce qu'on appelle les catécholamines. Donc l'adrénaline, la norépinéphrine et l'hormone du stress, la cortisol. Donc, et ça, c'est direction burn-out. Quand on ne sait pas gérer sa relation au stress et qu'on est exposé,
que ça soit un stress émotionnel au bureau avec par exemple un boss ou des collègues qui sont peut-être malveillants et qui sont persécutants. C'est extrêmement stressant pour le système. Mais le fait par exemple, de faire trop de sport, un sportif, ben c'est aussi extrêmement stressant pour son système. S'il n'a pas suffisamment de temps de repos, il passe ce qu'on appelle en surentraînement. Le surentraînement, c'est aussi un surépuisement des surrénales, tout comme le burn-out dans un contexte émotionnel. Donc, le fait de s'exposer trop au froid par rapport à une notion qui est super importante, Mathilde, c'est sa capacité adaptative. De s'exposer trop à un de ces quatre stress, le très chaud, le très froid, la privation volontaire de nourriture, l'apnée ou un entraînement sportif haute intensité court intervalle, au-delà de sa capacité adaptative et sans avoir un temps de repos nécessaire et suffisant, eh bien vous allez juste vous épuiser et vieillir un petit peu plus vite. Donc c'est super important. C'est pas parce que vous faites un bain froid, c'est pas parce que vous jeûnez que vous faites de l'hormèse entre guillemets. La pratique hormétique, elle demande d'avoir compris et d'avoir bouclé le cercle, c'est-à-dire d'avoir la bonne intensité, la bonne durée et le temps de repos suffisant pour justement avoir ces bénéfices qui vont permettre de booster votre système immunitaire. À travers une cascade neuro-hormonale extrêmement vertueuse qu'on va détailler. Est-ce que ça fait sens ou pas? Ça fait sens et c'est très important que tu remettes un peu les bases, que tu remettes un peu le vocabulaire dans ce que tu réexpliques là, parce qu'effectivement, l'hormèse, c'est un mot qui est un peu à la mode, qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux et qui est souvent extrêmement mal appliqué. Ça peut parfois être mis en avant par plutôt des personnalités jeunes, plutôt même sportives, qui mettent en avant ce côté hormétique, il faut y aller à fond. Et en fait, on confond l'intensité, l'effort en fait, quel qu'il soit, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le froid, sans oublier ce trio que tu viens de nous rappeler d'intensité, de durée et de rebond hormétique, de ce rebond de pause en fait derrière, qui est absolument capital, essentiel. Et c'était vraiment très important que tu remettes ces bases-là. Tu sais, ça me renvoie, puisque ma première passion pendant plus de 25 ans a été le corps à travers l'ostéopathie et la kinésithérapie. Il y a eu une mode à un moment dans des pratiques de soins corporels sur le no pain, no gain. Ça veut dire pas de douleur, pas de gain. Ouais. Mais il y a rien de plus débile que ça. C'est vraiment des gens qui ont une connaissance très médiocre de comment fonctionne la physiologie et l'humain. Plus tu tires dessus, plus tu tires sur un corps, plus il va résister. Donc c'est vraiment travailler en harmonie et vraiment en connaissance du vivant et de son corps. Donc l'hormèse, c'est vraiment une pratique de mindfulness, c'est vraiment une pratique de connaissance de soi, ce qui a marqué sur le temple de Delphes, Know thyself, connais-toi toi-même. C'est vraiment pour moi une pratique méditative et pas du tout une pratique de bourrin. Sous couvert effectivement c'est sûr que on va décrire des pratiques qui sont inconfortables au début. Et là, je remets l'accent sur la chose la plus importante. Je dis bien la chose la plus importante pour moi. C'est cette philosophie sous-jacente. Et si on ne comprend pas cette philosophie sous-jacente, on passe à côté des plus grands bénéfices. C'est retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte. Donc c'est pourquoi vous faites ça. C'est pas juste prendre un bain froid pour prendre un bain froid et avoir son chronomètre et tous les jours faire 15, 20, 30 secondes de plus. Là, on n'est pas du tout dans le bon mindset, dans le bon état d'esprit, où vous êtes complètement coupé de vos sensations corporelles et vous cherchez juste la performance. Ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment cet inconfort. Il est déjà comment on fait. Ça permet de faire naître votre alchimiste intérieur qui est
je suis dans une situation corporelle qui est inconfortable. Comment je reprends le pilotage de mon système nerveux pour désescalader le stress qui est en train de naître dans ma physiologie. Le bénéfice ultime de l'hormèse, quand on sait ce qu'on fait, quand on a été bien formé, ce que je vous partage ce soir, puisque c'est une passion depuis des années, je travaille avec ça tous les jours, c'est de reprendre le pilotage de votre système nerveux. Donc, par exemple, vous rentrez dans un bain froid où il va y avoir une crispation automatique du corps, quand on n'est pas habitué, la respiration va être haletante comme ceci, et puis la narration interne va devenir mais on va tous mourir, qu'est-ce que tu fais, on va être malade. Et le fait de comprendre déjà les bénéfices immunitaires que je vais vous décrire, ça permet de relaxer la narration interne, le discours intérieur, et le fait d'être complètement en contact avec sa physiologie, de savoir ce qui va se passer quand vous savez gérer, ce qui va se passer quand vous ne savez pas gérer, le fait de relâcher sous stress son corps, le fait d'allonger sa respiration et le fait d'être vraiment, vraiment en contact avec ses sensations corporelles pour ressentir jusqu'à où, combien de temps je peux rester. Donc, de connaître ces signes-là, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire parce que ça va amener non seulement ces bénéfices au niveau de votre immunité pour la booster, ces bénéfices circulatoires, mais ça va avoir un impact aussi et c'est ça le point commun, dans comment vous gérez le stress au quotidien. Et c'est ça que je trouve magique et fabuleux parce que tous les jours, vous avez des choses que vous ne souhaitez pas qui vont arriver, tout comme moi. Et tous les jours, vous allez avoir des choses que vous souhaitez qui ne vont pas arriver. Comment on gère ces choses-là? Et le fait d'avoir une pratique tous les jours, une pratique régulière où on joue de façon vertueuse avec le stress physique pour être vraiment incarné dans son corps, sentir son corps et l'alchimiser dans la mesure de sa capacité adaptative. Et du coup, tous les jours, de voir où est-ce que j'en suis dans ma capacité adaptative. Vous avez vraiment ce qu'on appelle un feedback, un retour direct en fait. Pour moi, c'est vraiment génialissime et ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de liberté dans sa vie. Oui, retrouver son pourquoi, comprendre vraiment le sens derrière l'acte et ne pas chercher la performance comme tu le partageais et comme on voit beaucoup sur Internet. C'est nous reconnecter aussi à nos perceptions, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient émotionnelles. Et effectivement, ça aide à gagner en immunité, en performance aussi, parce qu'on gagne aussi en performance avec les lois que tu nous partages là. Mais émotionnellement, dans la gestion du stress, là aussi, il y a un pas de géant qui s'opère avec ces principes-là. Tu nous parlais un petit peu du froid déjà. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur les portes que tu nous as partagées pour que chacun appréhende un peu tout ce qui peut se passer à travers ces portes d'entrée? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, je voulais juste préciser, j'ai une petite question pour vous déjà. Qu'est-ce que c'est pour vous la définition de la jeunesse? Parce que l'hormèse aussi, c'est la pratique ultime pour rajeunir. Et je vous invite dans le chat, là, je vois Christiane, Rita, Annie, Martine, Michel, Kat, à nous mettre qu'est-ce que c'est que la définition de la jeunesse pour vous. Ouais. Quelques adjectifs, effectivement, qui pour vous révèlent d'être en jeunesse. Et j'ai aussi envie de vous demander quel âge vous sentez que vous avez? Quel est l'âge biologique, l'âge de vos cellules que vous sentez que vous avez? C'est différent. Je fais une grande différence entre l'âge biologique, l'âge de vos cellules, et l'âge de votre passeport, qu'on appelle l'âge chronologique. Et ça n'a rien à voir aussi avec l'âge mental, de se dire, moi j'ai toujours 18 ans ou 12 ans dans ma tête et je rigole toujours à des blagues comme j'avais 12 ans. C'est pas ça. C'est l'âge, c'est votre niveau, au niveau cellulaire, votre niveau de vitalité.
Ouais. Quel est l'âge que vous avez? Est-ce que vous vous sentez… Alors, vous pouvez nous mettre pour vous, c'est quoi la définition la définition pardon, de la jeunesse? Et quel est l'âge que vous sentez que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous mettre cet âge-là et votre âge du passeport? Et vous allez voir que les clés qu'on va voir ce soir, c'est des clés qui vous permettent de rajeunir cet âge biologique, cet âge de vos cellules. On a déjà des premiers messages qui arrivent. Marc qui nous dit un jeune homme de 73 ans. Mais bien sûr, 73 ans, c'est encore très très jeune, Marc. On a des… Alors, Christiane qui nous parle de rester souple et sans douleur. On a plusieurs retours par rapport à l'aisance corporelle. Micheline nous parle de la jeunesse, c'est la passion de vivre et de créer du bonheur pour toi et pour les autres. C'est intéressant. Là, il y a un élan du cœur de parler de passion. Alex qui nous parle de la jeunesse, c'est pas encore de frein à cause du physique, qui rejoint un petit peu Christiane avec la souplesse et sans douleur. L'énergie, nous dit Solange, récupérer vite après une fatigue. J'ai vu aussi dans le Q&A Martin qui nous parlait de joie et d'aisance dans son corps. Il y a beaucoup autour de la souplesse et l'aisance corporelle. Micheline qui se sent 40 ans, formidable. Pas de douleur pour Carole. La jeunesse, c'est des très belles définitions que vous partagez. La gaieté, très jolie, Cathy. Une définition commune au niveau de la physiologie. On va commencer à rentrer dans le sujet pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Au niveau de la physiologie, la définition de la jeunesse, c'est notre capacité adaptative. Quand on est jeune, on a une grande capacité adaptative. Quelqu'un qui est jeune, physique, émotionnel et mental. Et plus on vieillit, plus notre capacité à nous adapter à notre monde, si ma capacité à m'adapter, c'est l'écart que j'ai entre mes deux mains, en vieillissant, cette capacité, elle va diminuer au niveau émotionnel. Je m'adapte moins bien au niveau mental, au niveau physique, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'adaptation possible. Là, on meurt. Vieillir, c'est donc perdre cette capacité adaptative. La seule façon, non seulement de ralentir comment se referment les mains, c'est-à-dire comment on ralentit la perte de cette capacité adaptative et de la repousser pour regagner, eh bien, c'est de pratiquer cette loi de l'hormèse, de s'exposer volontairement à ces stress avec les principes que je vous ai exposés en début. Ça va permettre de faire regrandir votre capacité à vous adapter. Notamment, il y a quelque chose qui est le point commun à ces 4 pratiques que je vais vous détailler en vous donnant des petits trucs et astuces, comme j'aime bien faire, tu sais bien Mathilde. Ah, j'adore. C'est que le fait de vieillir en physiologie, on perd ce qu'on appelle ces mitochondries. Les mitochondries, c'est des petits moteurs qui produisent de l'énergie que vous avez dans les cellules. C'est centrale énergétique. Exactement. Ce sont des petits moteurs, exactement, des petites organites cellulaires. Dans chaque cellule, on a des milliards de cellules et on a des milliards de mitochondries puisque on a grosso modo entre 300 et 1500 mitochondries par cellule. Ça dépend de quel type de cellules on parle. Par exemple, les hépatocytes, les cellules du foie en ont beaucoup plus, 1500. Donc, on a des trilliards de mitochondries. Quand on a entre 25 et 75 ans, on perd 75% de ces mitochondries. On appelle ça son chondriome. Son chondriome, c'est son patrimoine de mitochondries, de petits moteurs qui produisent de l'énergie qui nous permet de vivre, qu'on appelle l'ATP. Il y a l'ATP au tennis à Roland-Garros, il y a l'ATP qu'on appelle l'adénosine triphosphate, qui est la molécule qui représente l'énergie pour l'être humain. Nos cellules, nos mitochondries produisent cette énergie. Donc, en vieillissant, entre 25 et 75 ans, on perd 75% de sa capacité à produire de l'énergie. La seule façon de faire ce qu'on appelle une biogénèse de mitochondries, c'est-à-dire en physiologie, de reproduire, pas seulement de freiner la perte, la disparition de nos mitochondries en vieillissant, mais d'en produire de nouvelles, c'est de s'exposer à des stress hormétiques en respectant les lois de l'hormèse.
c'est la seule façon de reproduire de nouvelles mitochondries. Donc c'est ce que tu disais à une de nos auditrices, c'est que oui, à 63 ans, on peut toujours être une jeune fille remplie d'énergie, complètement. Et ça, je l'ai vu presque des centaines de fois dans mes centenaires à travers le monde, en fait, à travers le monde, dans ces zones bleues ou des nonagénaires qui font des choses. Dans mon livre, j'ai mis une photo revivre d'un ami qui est devenu un très bon ami, qui a 85 ans, à Loma Linda, qui fait juste au niveau en gymnastique, des tractions inversées, par exemple, à 85 ans, il fait des choses incroyables que bon nombre de trentenaires ne font pas, quoi. Non, mais c'est fascinant et c'est magnifique ce que tu nous racontes, de bien comprendre. En fait, là encore, on trouve son pourquoi quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et quand on comprend que ça se joue dans l'espace des mitochondries. Tu parlais des hormones aussi tout à l'heure, mais là aussi, il y a plein d'hormones qui se synthétisent au niveau des mitochondries, des hormones de la longévité, la DHEA, la prégnénolone. Donc, là encore, c'est d'avoir le sens derrière. C'est absolument merveilleux et ça nous met plus en élan de se mettre dans ces stress, dans ces inconforts volontaires, là encore, c'est ce que tu nous disais, avec des intensités et des durées maîtrisées, voulues. Donc là, on comprend l'importance de soigner, de choyer, de multiplier nos mitochondries. Complètement. Alors, une façon de le faire, c'est à travers l'exposition volontaire au froid. Encore une fois, le côté volontaire, il est juste énorme. Ça a rien à voir avec. Je prends toujours un de mes films préférés, c'est Les Bronzés font du ski, où Michel Blanc est perdu sur le télésiège et là où il n'a pas le choix. Non, c'est vraiment volontairement de s'exposer à un stress thermique. Là, on va commencer par le très froid. Pour aller challenger votre capacité adaptative. Le but de l'hormèse, c'est d'aller vraiment choquer votre système et d'aller à la limite de si ma capacité adaptative est là, je ne vais pas simplement ici, je vais venir rencontrer ma capacité adaptative sur un temps court pour venir choquer mon système, notamment mon système nerveux et mon système adaptatif, de façon courte, et ensuite je vais me reposer pour avoir les bénéfices. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le froid? Déjà, pourquoi c'est passionnant et c'est juste un bénéfice énorme pour votre immunité, surtout en plein milieu de l'hiver, maintenant, pour ne pas être malade, être moins malade et être plus en santé. La première chose, c'est quand vous vous exposez au froid, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez, vous pouvez me mettre dans le chat, quelle est la taille de votre réseau vasculaire? Parce qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans le froid, vous allez prendre par exemple un bain froid ou une douche froide pour finir votre toilette, eh bien ça va travailler ce qu'on appelle la vasomotricité. Tout votre système vasculaire va se vasoconstrire. Donc, tous les vaisseaux vont se fermer. On appelle ça une vasoconstriction parce qu'il y a ce qu'on appelle des muscles lisses autour de chacun de nos vaisseaux. Et quand vous allez sortir du froid, bien évidemment, il va se passer l'inverse. Quand vous allez vous réchauffer tout seul, il va y avoir une vasodilatation. Ça va travailler ce qu'on appelle la vasomotricité. Vous avez 120 000 kilomètres de réseau vasculaire. Ça fait 3 fois le tour de la Terre. Bravo Michel. Bravo Michel, ouais. 120 000 kilomètres. C'est juste énorme. Donc ça, au niveau de l'anthropologie du soin, moi qui m'a toujours passionné depuis tant d'années, c'est un traitement hypotenseur qui soulage le cœur, qui est juste naturel et qui est juste extraordinaire. Le fait d'aller dans le froid, ça permet aussi de transformer ce qu'on appelle les graisses blanches en graisses brunes qui sont capables de produire de la chaleur. Les bébés en ont beaucoup. Les graisses blanches, par contre, sont des graisses en général dont on cherche à se débarrasser, les stéatomères, la cellulite.
le fait d'aller dans le froid, ça permet de transformer ces graisses en des graisses qui sont utiles pour produire de la chaleur. Il y a tout un processus qui est juste extrêmement vertueux. Un processus, tu parlais des hormones tout à l'heure, de la longévité. Là, il y a un processus hormonal qui est toujours le même, peu importe la porte d'entrée de l'hormèse, qui va permettre de stimuler notre immunité à travers un chef d'orchestre. Moi, je l'appelle le chef d'orchestre. C'est une hormone qu'on appelle le PGC1-alpha. Alors, dans la guerre des étoiles, il y a R2D2. Et là, il s'appelle PGC1-alpha. C'est un chef d'orchestre qui va faire jouer des cascades, on appelle ça neuro-hormonales, qui sont extrêmement vertueuses. Alors, par exemple, le fait de transformer la graisse blanche en graisse brune, ce qui est extrêmement sain pour notre système, c'est lié à une hormone qu'on a, peu importe le nom, elle s'appelle FNDC5. Ça permet, la PGC1-alpha, elle va faire jouer un autre instrument qui est une hormone qui va protéger nos neurones à travers un facteur qu'on appelle BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc, ça va protéger toutes les pathologies neurodégénératives, par exemple, vont être pris en charge quand on s'expose à un stress hormétique, parce que nos neurones, notre système nerveux va être stimulé, va être protégé à travers ce facteur de protection. On va avoir cette PGC1-alpha, qui est ce chef d'orchestre, va faire jouer une autre hormone qu'on appelle la mTOR, qui est par exemple impliquée dans les processus cancéreux. C'est un facteur qui permet de réguler la croissance cellulaire. Donc, le fait, pareil, encore une fois, de s'exposer à un stress hormétique, ça va permettre de réguler ces croissances cellulaires et de prévenir tout un tas de problèmes qu'on a en général en vieillissant avec des processus cancéreux, par exemple, qui sont bien plus fréquents avec l'âge, par exemple. Les natural killers, d'ailleurs, qui sont aussi produites, ce sont des hormones qui attaquent aussi les cellules cancéreuses. Mais c'est bien ce que tu nous partages là, parce que même si les noms peuvent paraître un peu barbares, peu importe si vous qui nous écoutez ne retenez pas les mots que vient de partager David, l'idée c'est de comprendre que elles existent. Même si vous ne savez pas comment elles s'appellent, vous les produisez malgré tout. Et ça, c'est quand même incroyable. Tout à fait. C'est juste pour vous dire que ça stimule l'immunité de façon juste incroyable. Ça stimule, par exemple, l'hormone de croissance systématiquement. Pareil, en vieillissant, on a moins tendance à sécréter cette hormone de croissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et encore une fois, la chose la plus importante, c'est que ça produit ces stress-là spécifiques. Quand on connaît les principes, ils permettent de sécréter, de faire ce qu'on appelle, pardon, pas de sécréter, la biogénèse de mitochondries. Donc, de produire ces petits moteurs cellulaires qui produisent notre énergie. Donc, le froid, qu'est-ce que c'est que le froid? Simplement, pour nous, ça peut être déjà terminer sa douche tous les jours par 30 secondes de froid. Le froid, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément un bain dans le lac à côté de chez vous, dans les Alpes, où l'eau est à 0,5 degrés. Ça peut être simplement une douche à 15 degrés ou 12 degrés. Parce que ce qui est important, c'est que tous les matins ou tous les soirs, quand vous prenez votre douche, ça va permettre d'évaluer où vous en êtes dans votre capacité adaptative. Et ça, c'est vraiment au niveau de votre ressenti. C'est pas quelque chose de mental, c'est est-ce que vous êtes incarné dans votre corps et capable de ressentir. Et vous allez voir que, comme je vous disais, quand vous rentrez dans la douche froide, quand on s'expose en général au froid et qu'on n'est pas entraîné, il se passe les épaules se tendent, la respiration soit s'arrête, on est en apnée, ou soit devient haletante. Ça veut dire que c'est trop pour vous. Donc l'idée, c'est d'arriver à se détendre, à jouer, à descendre mes épaules, qui sont le témoin de la tension corporelle, et d'allonger sa respiration. Ça, c'est 2 des paramètres. Il y en a d'autres, mais je vous partage 2 paramètres. Si au bout de
quelques secondes, au bout de 10 secondes, 15 secondes, vous n'arrivez pas à gérer ces deux paramètres-là, eh bien, ça veut dire que vous avez mis trop froid. Donc, la personne qui ne connaît pas va se brutaliser. Celle qui pense qu'on est dans le paradigme no pain, no gain, pas de douleur, pas de bénéfice, elle va forcer, elle va se faire du mal. Elle ne va pas renforcer son immunité. Elle va juste faire une douche très froide qui va être très inconfortable, qui va probablement l'épuiser, peut-être la rendre malade, aucun bénéfice. La personne qui comprend comment se connecter à son ressenti et donc à sa capacité adaptative, qui se respecte, parce que oui, pratiquer l'hormèse, pratiquer ces stress qui sont dits au départ inconfortables et les alchimiser en bon alchimiste que vous êtes pour retrouver du confort dans cet inconfort, eh bien, vous allez mieux cerner où vous en êtes dans votre quotidien, dans votre capacité adaptative, pour juste aller la challenger. Et donc, comme si vous n'arrivez pas à vous gérer et que vous êtes toujours comme ça, au bout de 15 secondes… Mais à la fois, il faut ce petit frisson, non, au démarrage, David? Juste, je parle d'autre chose, mais je vais te dire juste après, je vais vous répondre au sujet du frisson. Là, quand on est encore sous le stress, on va tourner l'eau moins froide et rajouter un petit peu de chaud. Si, mettons, vous avez tourné et que c'était 8 degrés et que vous n'arrivez pas à gérer 8 degrés parce que votre corps n'arrive pas à se détendre et votre respiration, vous n'arrivez pas à la contrôler, à reprendre le pilotage donc d'une partie de votre système nerveux, eh bien, en remettant un peu plus de chaud, on remet un peu plus de chaud, Mathilde, jusqu'à temps qu'on arrive à détendre son corps et à allonger sa respiration. Il y a d'autres paramètres, mais ceux-là je vous partage cela ce soir pour savoir comment on fait. Et là, ensuite, on profite de cette douche froide. Donc peut-être je vais passer de 8 degrés à 12 degrés. Là, je suis capable de gérer ma tension corporelle, ma tension musculaire, ma respiration, et je reste pendant 30 secondes, 1 minute. Et là, je pratique en respectant la loi de l'hormèse. Et quand ça commence à être trop froid pour moi et que j'arrive plus à gérer et qu'il y a une tension au niveau des muscles qui revient ou la respiration, ou bien sûr vous sentez que ça commence à être trop pour vous, eh bien là, il est temps d'arrêter. Et effectivement, quand on sort et quand on se réchauffe, une des clés, c'est surtout pas quand on veut pratiquer l'hormèse à travers l'exposition volontaire au froid, on se réchauffe surtout pas à la façon de bain écossais en prenant une douche chaude juste après. Quand on fait ça, c'est pas de l'hormèse qu'on est en train de faire. On joue chaud-froid, c'est d'autres processus, mais on est en train d'éteindre en fait le processus hormétique qui veut et qui nous demande, quand on a compris, on se réchauffe tout seul à travers sa propre physiologie va nous réchauffer. Ça, c'est super important. Et dans ce cadre où on se réchauffe tout seul, donc on arrête au bout, par exemple, d'1 minute à 15 degrés, on sort, on se sèche, et là, il est possible qu'on ait un petit frisson thermique. Le frisson thermique, quand notre corps se met un petit peu à trembler, eh bien, ce sont des mécanismes qui sont mis en branle par notre physiologie pour se réchauffer de l'intérieur. Moi, j'ai eu la chance de me former dans différentes traditions, mais notamment au Tummo tibétain, avec un de mes mentors qui s'appelle Maurice Dobar, qui nous a quittés il y a 2 ans. Où le Tummo, ça vient du Tibet, où on proposait aux jeunes moines de sortir dans des températures négatives en petite tenue, avec une serviette mouillée sur eux, et l'idée, c'était qu'ils arrivent à sécher cette serviette. Donc le Tummo, c'est cette pratique qui a énormément popularisé Wim Hof, notamment de prendre des bains glacés tous les matins. Quand on fait, j'ai fait différents stages avec Maurice, on passe 1 heure dans des températures négatives dans les Alpes. Il faisait à l'époque ses stages dans le Val d'Aoste en Italie. Et puis on a cette pratique où on va se baigner aussi dans le lac à 0 degré.
et où on apprend à aller challenger sa capacité adaptative. C'est une chose que je partage aussi beaucoup, Mathilde, parce que toutes ces portes d'entrée de l'hormèse que je vous partage, une de mes grandes passions, ça a été d'aller trouver les plus grands experts sur la planète et de me former auprès d'eux et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau 15 pour justement pouvoir, moi, dans mes stages, dans mes accompagnements, être complètement confortable à l'apprendre au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, mais d'aller voir les limites et moi, c'est avec ça que sont mes pratiques au quotidien pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière à un niveau plus avancé pour que ça soit complètement safe. Donc, l'hormèse, pour nous, quand on commence, c'est simplement de finir sa douche par une douche froide et en respectant la tension corporelle et la respiration et en se réchauffant tout seul. Et vous allez voir que là, vous allez avoir le corps, on a une euphorie quand on sort du froid et vous allez voir que vous allez vous réchauffer, vous allez avoir chaud très très vite. Ça, c'est la première porte d'entrée. Ouais, tu parlais d'euphorie, c'est exactement ça. En sortant du froid, il y a une excitation comme ça qui émane de nous, qui nous met en grande joie. Il y a plein de questions qui arrivent, comme tu as rentré dans des détails plus précis de cette première porte, et on va voir les troisièmes portes, mais on garde vos questions. Surtout, ne vous inquiétez pas, David prendra un moment pour y répondre à la fin de ce webinaire. Et quelque part, Michel qui a dit, non, c'est pas Michel, pardon, c'est Marie qui a dit, est-ce qu'on peut le faire à tout âge? Finalement, tu y as répondu à travers ta question, à travers tes réponses, pardon, parce qu'en mettant en avant l'écoute du corps, l'intensité et la durée, il suffit, c'est un mot facile à dire, il nous faut des clés et c'est précisément ce que tu nous partages là, de savoir jauger. C'est très important de savoir jauger, mais en adaptant cette durée, cette intensité, oui, et bien sûr, ça fonctionne à tout âge. À tous les âges, vraiment, vraiment. C'est la pratique de jouvence, Michel, c'est la pratique de Marie, pardon. Marie, pardon. C'est la pratique de jouvence, Marie, par excellence. La pratique de jouvence par excellence. La deuxième porte d'entrée. Voilà, comme ça, après, on pourra répondre aux questions plus précisément, mais que chacun ait en tête le détail de chacune porte. La deuxième porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente. Qu'est-ce que ça veut dire? Hypo, ça veut dire moins, et xi, c'est la quantité d'oxygène. Moins d'oxygène de façon intermittente. Donc, ça veut dire l'apnée. C'est la façon scientifique d'appeler l'apnée, donc la privation volontaire d'oxygène. Ça, c'est une autre porte d'entrée de l'hormèse qui va stimuler ce même chef d'orchestre qu'on appelle PGCR-alpha, encore une fois, qui va stimuler tous ces processus pour renforcer notre immunité. Pourquoi c'est important? Parce que d'ailleurs, ça a valu un prix Nobel de physiologie en 2019 sur ce qu'on appelle les HIF. Ça veut dire les facteurs induits par l'hypoxie, qui sont hyper importants, encore une fois, pour régler la croissance cellulaire. Et encore une fois, dans tous les processus tumoraux, dans les processus cancérigènes, il y a un dérèglement de cette croissance cellulaire. Donc, ce facteur induit par l'hypoxie, c'est quelque chose qui va régler, ajuster ce qu'on appelle le phénotype malin. Donc, la croissance, comment grosso modo, de façon très simple, va permettre de mieux cadrer la prolifération cellulaire. L'hypoxie intermittente, l'apnée, d'introduire ça dans son quotidien, et je vais vous donner un exercice très simple, ça permet aussi, surtout, de produire plus de globules rouges. Il y a une hormone qui s'est fait, tu le sais bien, qui s'est fait connaître dans le Tour de France à l'époque, qu'on appelle l'EPO, l'érythropoïétine. C'est une hormone qui est sécrétée par le cortex rénal et qui permet de produire plus de globules rouges. Quand on fait de l'apnée, on va stimuler, on va se faire un shoot interne, on va stimuler la production de ce dopant, de cette hormone que certains des coureurs du Tour de France s'injectaient pour justement être plus performants dans cette épreuve qui est juste incroyable. Et
le dernier grand bénéfice que je veux vous partager, qui est juste énorme sur introduire des apnées de façon volontaire dans son quotidien, c'est que ça va stimuler ce qu'on appelle la loi de Bohr. Alors, c'est quelque chose en fait qui est très simple. C'est un physiologiste suédois qui a prouvé que le CO2, vous savez qu'on inspire de l'oxygène et qu'on expire du dioxyde de carbone, le CO2. Et le CO2, en fait, c'est pas un gaz poubelle qui ne sert à rien. C'est extrêmement important pour vivre en bonne santé et vivre vieux en bonne santé, d'avoir ce qu'on appelle une bonne tolérance au CO2. Plus on s'est rendu compte en physiologie, en médecine, que plus on est capable de gérer une concentration à l'intérieur de soi sanguine de CO2, on appelle ça la capnie, élevée, plus on est en bonne santé. Pourquoi? Parce que plus on a de CO2, plus on a une concentration de CO2, on est capable de gérer une concentration de CO2 élevée dans son sang, eh bien on s'est rendu compte que ce CO2 sanguin, il est nécessaire pour que les globules rouges puissent libérer l'oxygène là où il est nécessaire dans les cellules. Vous savez que les globules rouges, je dis toujours à mes stagiaires, c'est des Twingo rouges qui ont 4 sièges. Et les 4 sièges de ces Twingo, qui sont des globules rouges, elles vont accueillir. Les sièges, on appelle ça. Les sièges, vont accueillir ce qu'on appelle les passagers oxygène. Les sièges, en fait, vont accueillir l'oxygène qu'on respire et qui a besoin d'être transporté à nos cellules. Et pour que cet oxygène soit libéré des globules rouges pour rentrer dans les cellules, il faut qu'il y ait du CO2, qui est une sorte de gendarme présent dans le système sanguin et qui va faire sortir, quand les globules rouges, les Twingo arrivent devant les maisons de cellules, les gendarmes, plus il y a de gendarmes, plus il y a de CO2, plus les passagers oxygène vont quitter la voiture pour entrer dans les cellules. S'il n'y a pas suffisamment de CO2 circulant, eh bien l'oxygène a tendance à rester fixé sur les sièges, qu'on appelle les hémoglobines. Donc là, encore une fois, on comprend le sens derrière, le pourquoi de l'importance de travailler cette porte-là. En plus du froid, tu pourras nous partager ensuite l'idée de faire, parce que je sais qu'il y aura des questions là-dessus, sur une porte ou plus l'autre, ou bon, tu vas nous expliquer la complémentarité en tout cas de chacune. Mais là, on a bien compris, pour cette porte-là, liée à la respiration, de ce qui se joue à l'intérieur du corps, et là encore qui augmente grandement nos capacités. C'est que des pépites que tu nous partages ce soir. Écoute, on prend des notes tous, je pense, c'est hyper intéressant. C'est vraiment des choses très très simples que vous pouvez faire pour vous. Par exemple, une pratique très très simple, c'est simplement quand vous marchez, quand vous promenez, c'est de suspendre votre respiration et de marcher, de faire le plus grand nombre de pas en arrêtant de respirer. Vous inspirez, vous expirez et vous suspendez votre respiration sans avoir pris forcément une grande inspiration avant, et vous comptez le nombre de pas que vous pouvez faire. Bien sûr, on arrête avant que la tête commence à tourner. On est en train de marcher. Vous n'êtes pas forcément entraîné, donc on ne pousse pas au maximum, mais jusqu'à temps que vous commenciez à sentir un petit inconfort, et bien avant que la tête commence à tourner, et simplement vous reprenez votre respiration. Et le fait de faire cette pratique-là, ça permet déjà de commencer de façon très simple, quand vous faites une petite promenade dans la journée, à augmenter votre tolérance au CO2 et à mettre ces principes en activité. Ça permet de… Bon exemple. C'est une des façons de commencer à faire ce qu'on appelle l'entraînement, une simulation d'entraînement en haute altitude. Vous savez que tous les sportifs de haut niveau, beaucoup d'entre eux
vont s'entraîner en altitude parce qu'en altitude, il y a moins d'air, moins d'oxygène. Du coup, le corps va produire plus de globules rouges. Et pendant la compétition, ils redescendent dans la vallée. On peut stimuler ça de façon artificielle à travers cette hypoxie intermittente et à travers l'apnée. Et je vous partagerai, on parlera de la formation tout à l'heure, il y a énormément de clés de comment vous pouvez mettre ça de façon ludique dans votre quotidien. La troisième porte d'entrée que je voudrais vous partager, parce que je vois effectivement le temps qui passe. Mais c'est tellement passionnant ce que tu nous dis qu'on boit tes paroles. Mais c'est vrai, il faut avancer sur les portes. Parle-nous de la troisième. La troisième porte, c'est moi une porte qui me passionne et qui a vraiment transformé ma vie, c'est le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Il y a clairement, j'ai envie de vous dire en fait, chacune des portes d'entrée, il y a eu un avant et un après pour moi. Bien sûr, la première fois, je pense que la plus grande peur que j'avais j'ai vécu les trois quarts de ma vie sous les tropiques. Le froid, j'étais horrifié, j'avais une peur énorme du froid. La première fois que j'ai vu Maurice Dobar, c'était il y a 12 ans, j'habitais au Brésil, il faisait 35 degrés, je me suis retrouvé dans moins 10, j'ai pris 45 degrés de choc thermique en me retrouvant en Italie et j'étais terrorisé. Donc ça s'apprend, encore une fois, avec les bons mentors, avec des personnes qui connaissent les principes du vivant. L'apnée, j'ai eu la chance de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée, Stéphane Mifsud, qui tient sa respiration 11 minutes 35. Donc bien sûr, il y a des clés qui sont énormes aussi sur comment on met en pratique cette suspension de notre ventilation de façon sécuritaire pour bénéficier de ces principes, de ces bénéfices au niveau de l'immunité. Et le jeûne, ça fait pareil une douzaine d'années que je pratique. Tous les ans, au printemps, j'aime bien faire une semaine de jeûne hydrique. L'an dernier, d'ailleurs, j'ai fait un jeûne sec de 5 jours. On en parlera après, peut-être mais c'est clairement une pratique qui est de jouvence, qui est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous proposez à votre organisme un repos digestif. Le jeûne, d'ailleurs, ça a été le mécanisme phare qu'on appelle de sanogénèse qui vient nettoyer. Le jeûne, c'est vraiment mettre en branle tous les processus qu'on appelle de sanogénèse, qui est un petit peu l'homme ou la femme de ménage intérieur, qui vient nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé dans votre organisme, tout ce qui a besoin d'être recyclé ou qui ne fonctionne pas correctement. Et le mécanisme phare de la sanogénèse, qui est l'homme ou la femme de ménage intérieur, on appelle ça l'autophagie. Et ça a valu un prix Nobel, encore une fois, de physiologie au docteur Oshumi en 2016, qui est le principe phare qui permet de recycler tout ce qui a besoin d'être recyclé dans le corps. Quand on arrête de manger et qu'on est en repos digestif, eh bien, on va stimuler ces processus d'autophagie. Et ça, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire et qui permet de se régénérer. Vous savez que notre énergie de vie, je dis toujours ça dans mes stages Life Force à mes stagiaires, elle fonctionne de façon très simple. Le premier poste énergétique, ça va pour la digestion. Si là, vous êtes en train de digérer votre dîner, ça consomme grosso modo 40% de votre vitalité, de votre feu intérieur. 40%. Donc, ça veut dire que maintenant, en fait, vous n'avez que 60% de votre potentiel de vie. Le deuxième poste énergétique, ça va pour la pensée, pour la réflexion. Si vous ruminez beaucoup parce qu'il y a beaucoup de stress familial ou au boulot, ça consomme énormément d'énergie. S'il reste de l'énergie disponible, le troisième poste énergétique, il va pour faire fonctionner l'appareil locomoteur. Et seulement si il reste de l'énergie, le quatrième poste énergétique, après la digestion, après la réflexion, après faire bouger le corps, c'est la régénération. La régénération du corps et de l'esprit. Ça, c'est essentiel de comprendre ça parce que la nature, on vient de la nature. Tu sais que tout ce que je fais, tout mon travail, c'est d'aider les gens à stresser moins et vivre mieux, de se reconnecter à leur nature et se reconnecter à la nature. On vient de la nature. La nature,
vous savez que les animaux sauvages, par exemple, une gazelle au Botswana, si elle échappe à un lion, avant de retourner, là je parle, si elle se blesse, une gazelle qui se blesse, je vous parlerai de ça, ou un lion qui est malade, qu'est-ce qu'ils font pour survivre? Ils jeûnent à ce monde, ils s'isolent. La gazelle qui a été accidentée, qui s'est fait une entorse de cheville de gazelle, par exemple, ou le lion qui fait un cancer de lion ou qui a un problème cardiaque de lion. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, les deux s'isolent du troupeau, ils vont pas à la pharmacie gazelle ou à l'hôpital lion, et s'ils récupèrent de leur maladie, ça arrive, de la gastro-entérite lion ou de l'entorse ou de la fracture de cheville de gazelle, ça leur arrive aussi, eh bien c'est simplement en ayant jeûné à ce monde. C'est-à-dire que toute leur énergie de vie, elle ne va pas pour digérer, ils ne mangent pas, ils ne pensent pas, ils ne bougent pas, et toute leur énergie, elle va pour réparer la maladie du lion ou la blessure de la gazelle. Donc, toute l'énergie, elle est disponible sur ce 4e poste énergétique. Nous, c'est exactement pareil. Vous savez que vous avez une intelligence corporelle et vous avez tous eu de la fièvre, peut-être 39, peut-être 42 fièvres. Vous avez tous été malades comme moi et comme Mathilde dans votre vie. Vous n'avez pas faim. Pourquoi ? Parce que, et même si votre grand-mère, moi, ma grand-mère, elle me disait, mais quand j'étais petit, mange mon chéri pour prendre des forces. Non. Si tu n'as pas faim, ne pas forcer quelqu'un. Si tu n'as pas faim, ton corps, l'intelligence corporelle sait qu'elle a besoin d'énergie, d'économiser cette énergie digestive pour aller régénérer ce qui a besoin d'être régénéré le plus rapidement possible. Donc ça, c'est super important de comprendre ça. Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ça ? Bien sûr qu'une fois de plus, en plus tu mets ça en parallèle avec les animaux, tu fais ça en parallèle avec même les anciens. En fait, on est biologiquement indexé sur ce qui se passait on a un génome qui est quasiment identique aux hommes préhistoriques, et donc il n'y avait pas une alimentation tous les jours non plus. Eux aussi se mettaient au repos, donc voilà, se reconnecter à notre nature et à la nature. Ça m'a beaucoup plu cette phrase-là que tu viens de partager. Et tout à l'heure tu parlais du BDNF. Je crois qu'en jeûne, c'est stimulé. Il y a une synthèse également du BDNF avec cette porte-là. Le BDNF, c'est le facteur qui protège nos neurones. Et oui, dans chacune des portes d'entrée de l'hormèse, en fait, on a cette même cascade neuro-hormonale vertueuse. Donc, il y a ce facteur qui protège les neurones. On stimule l'hormone de croissance, on stimule l'hormone, la mTOR, qui régule les processus de multiplication cellulaire. Et on stimule cette biogénèse de mitochondries qui, encore une fois, sont nos petits moteurs cellulaires. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Et le petit conseil pour vous, la petite pratique, parce que tu sais bien que j'aime bien donner à chaque fois des choses tangibles qu'on peut activer, actionner au quotidien. La proposition pour vous, c'est d'expérimenter ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Encore une fois, tout le monde ne peut pas jeûner 10 jours comme ça. Et l'idée, c'est de venir progressivement apprendre à son organisme pour venir stimuler de façon progressive sa capacité adaptative. Et ça, c'est très simple. La proposition, c'est demain matin, décaler votre petit déjeuner d'1 heure. Vous faites ça pendant 1 semaine, et si tout va bien, la semaine d'après, vous pourrez décaler votre petit déj de 2 heures. Et vous allez voir que progressivement, on peut faire cette pratique-là jusqu'à décaler jusqu'à midi, et que la première prise alimentaire, ça soit à l'heure du déjeuner. Et vous allez voir que le jeûne intermittent, on commence à avoir des bénéfices quand on a à partir de 14 heures de repos digestif. Là, on commence à mettre en branle ces processus dont je parlais tout à l'heure d'autophagie. Donc, c'est quelque chose de très, très simple que vous pouvez faire dès demain pour bénéficier de ces bénéfices, de ces boosts immunitaires. Tout comme la 4e porte d'entrée, le sport. Ça, c'est une de mes préférées aussi, parce que vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que je suis un passionné de sport
depuis toujours. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux professions, c'est de kinésithérapie et d'ostéopathie, pour notamment dans mes jeunes années accompagner énormément de sportifs de haut niveau et moi mieux m'accompagner aussi dans tous les sports de compétition que j'ai fait. Le sport haute intensité, court intervalle, ça c'est juste extraordinaire parce que tous les gens que j'accompagne, puisque mon métier c'est d'accompagner les gens à être en meilleure santé, souvent on me dit non mais moi malheureusement avec les enfants, avec mon travail, j'ai pas le temps, j'ai juste le temps d'aller marcher et c'est difficile le dimanche. Non, parce que quand vous non, non, ça c'est juste. Oh non. C'est une histoire que vous vous racontez ça. Parce que quand vous comprenez une autre façon de bouger son corps, d'entraîner son corps, sa physiologie, son cerveau, qui s'appelle le HIIT. HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training. Sport haute intensité, court intervalle. Et notamment, on a un physiologiste brillant qui s'appelle le docteur Tabata, qui est japonais, qui entraîne les équipes olympiques, qui a montré que en vous entraînant de la sorte, 4 minutes par jour, avec un protocole extrêmement simple, vous poussez au max de votre capacité adaptative un exercice pendant 20 secondes, suivi de 10 secondes de repos. Vous faites ça 8 fois d'affilée, ça fait 4 minutes. Vous avez autant de bénéfices que faire 45 minutes de sport, de vélo ou de course à pied, par exemple, à intensité moyenne. Vous cramez, vous dépensez autant de calories en 4 minutes de sport haute intensité court intervalle avec cette méthode qu'on appelle Tabata, qui est une façon de faire du HIIT, du sport haute intensité court intervalle, que 45 minutes de sport à moyenne intensité. Donc, c'est juste génialissime. Et en plus de ça, ce que j'adore… Il n'y a plus d'excuses, hein. Il n'y a plus d'excuses. C'est un exutoire qui est extraordinaire. Oui. On est tous dans des vies où on est hyper sollicité. Moi, j'accompagne énormément de gens qui sont en surcharge cognitive, qui sont en stress, mais pas que, aussi beaucoup de sportifs. C'est où on est hyper sollicité en permanence. Le fait d'avoir un moment dans la journée où on peut lâcher les chiens, lâcher les watts, avec une musique qui vous plaît, c'est un exutoire corporel qui permet de lâcher aussi toutes ces tensions au niveau mental, toutes ces émotions qui peuvent être de la couleur de la colère, de la tristesse, de la frustration. C'est juste quelque chose qui est extraordinaire. Et tu sais, je rajoute aussi, Mathilde, que quand on est… parce que j'accompagne beaucoup de gens qui ont forcément le mode de vie qu'on a, il est relativement stressant en Occident. Et quand on a tendance à avoir un métier, où on a des responsabilités, on est stimulé en permanence, on est dans sa tête toute la journée avec un stress latent, avec des décisions à prendre, avec les enfants à gérer. C'est pas forcément stratégique de faire un sport d'endurance, d'aller à la salle de gym ou d'aller courir après pendant 1 heure le soir. C'est vrai. Parce que vous êtes déjà en permanence dans un flot quotidien où vous exposez vos surrénales à gérer du stress tout le temps. Donc, l'idée, c'est de sortir de votre tête et je pense que cette stratégie d'aller hormétique, d'aller rencontrer votre capacité adaptative, de lâcher les watts, lâcher les chiens à la mesure de ce que vous pouvez faire de façon courte, ça va vraiment vous aider à sortir de la tête. Et oui, on peut faire ça à 104 ans parce que tous ces exercices, on peut les adapter, encore une fois, à n'importe quel type de traumatisme que vous avez eu au niveau du corps, à n'importe quel type de physiologie et type de capacité. Encore une fois, les clés, les principes, c'est de connaître comment adapter la durée et l'intensité et l'exercice à où vous en êtes. Et ça sera le but, et c'est le but
de la formation que j'ai faite qui passionne sur l'hormèse, et c'est le but de mon accompagnement, c'est de donner des choses sur mesure en fonction d'où vous en êtes. Donc, encore une fois, oui, on peut le faire à tous les âges. On peut le faire même quand on est en train de récupérer d'une maladie ou d'un accident. On peut adapter ces principes hormétiques qui vont vous permettre de récupérer plus vite. De récupérer plus vite. Et cette façon de s'entraîner, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui permet de récupérer plus vite. Je fais un parallèle. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de fracture osseuse. J'ai accompagné forcément comme ostéopathe et kinésithérapeute des milliers de personnes qui étaient dans ce cas-là. Et en fait, on s'est rendu compte en orthopédie une chose très très simple, et c'est un processus hormétique, c'est qu'en mettant sous contrainte la zone fracturaire, en la mettant sous contrainte à la mesure d'où on en est dans la récupération de la fracture, on va stimuler plus de production osseuse. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez une fracture des membres inférieurs, votre chirurgien orthopédique et votre kiné, il vous propose dans la rééducation une mise en charge progressive de la fracture. Parce qu'on récupère beaucoup plus vite, un os se répare beaucoup plus vite quand il est mis sous contrainte. Donc, c'est vraiment un des principes hormétiques, que si on ne fait rien du tout. Si vous restez sur votre chaise ou sur votre lit pendant 6 mois, vous allez récupérer et consolider votre fracture beaucoup moins vite que si vous refaites une contrainte progressive. Et c'est tout le propos de ce qu'on fait avec l'hormèse. Donc, pour répondre, parce que je vois vos questions, ouais, on va en prendre quelques-unes. Peu importe votre âge, et oui quand on est malade, et oui quand on récupère d'un accident, quand on connaît les principes de l'hormèse et qu'on sait respecter sa capacité adaptative, bien sûr que oui, on peut pratiquer et vous allez récupérer d'un rhume ou d'une grippe beaucoup plus rapidement. Oui, complètement. Mais là encore, alors je pense qu'on est tous convaincus des bienfaits de ces lois de l'hormèse qu'on appelle loi de l'hormèse et loi du vivant, mais qu'on met en mots là-dessus, alors que comme tu l'as rappelé, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis toujours, que certainement nos grands-parents faisaient de manière très naturelle parce qu'il n'y avait pas le confort que l'on a aujourd'hui. Et donc, on réapprend à user de ces lois-là dans notre quotidien. Et je pense qu'on a parfaitement compris les bienfaits, mais encore une fois, dans des conditions particulières. Donc, tu rappelais bien que oui, ça correspond à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la situation. Simplement, c'est clé de l'adaptation, vraiment adapté à chacun. Et c'est précisément ce que tu as voulu transmettre dans ta formation, parce que c'est l'accompagnement au plus près, donner des conseils concrets. Tu nous en as partagé plusieurs ce soir. Toi, c'est vraiment, tu veux qu'on reparte avec notre valise avec notre caisse à outils, et qu'on aille se servir à l'intérieur, et que dès demain, on puisse mettre en pratique ce que tu nous as partagé ce soir. Et donc, ces mises en pratique, elles ont des petites règles, et c'est ce que tu nous partages dans cette formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'idée, de ce que tu as voulu mettre précisément à l'intérieur, et puis je détaillerai un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir partager au plus grand nombre comment on met en place ces principes du vivant, ces principes de l'hormèse, pour justement renforcer son immunité au quotidien, pour apprendre à faire des choses pour soi au quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Et vous allez voir que cet accompagnement dans cette formation, c'est pratico-pratique. C'est vraiment pratico-pratique sur chacune des portes d'entrée. Je vous guide à la maison. C'est vraiment du coaching à la maison. Comment vous faites pour mettre en place l'hypoxie intermittente, l'apnée, l'exposition au très chaud, au très froid, le jeûne intermittent et le sport haute intensité court intervalle. Quel type d'exercice, comment on fait typiquement dans chacune des pratiques pour mettre ça en place. Vous allez voir qu'il y a énormément de pratiques, il y a plus de 45 vidéos, il y a 3 livrets, il y a plus de 3 heures et demie de contenu pour vous guider et pour amener à la pépite. Pour moi, c'est la dernière partie de cette formation, c'est l'hormèse émotionnelle. C'est ce que je vous disais au tout début, la philosophie sous-jacente, c'est retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte.
Et vous allez voir que ces pratiques, elles vont vous permettre de mieux gérer votre rapport au stress tel qu'il soit au quotidien. Que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit le stress au travail, que ce soit une agression, que ce soit une maladie, que ce soit un accident. Vous allez voir que ces pratiques, c'est vraiment une encre au quotidien qui permettent de mieux gérer sa vie et mieux gérer son stress au quotidien. Donc, c'est vraiment un apprentissage concret qui se fait par le corps. Et c'est vraiment, pour moi, un des plus beaux outils, un des plus bels enseignements. Tout ce que je fais passe par le corps parce qu'on ne peut pas tricher par le corps. Il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance, comme tu sais, et je fais vraiment cette différence-là. Le savoir, il est que intellectuel. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de l'expérimentation. Donc, cette formation, c'est pas simplement lire un bouquin, ce qui changera absolument rien sur votre vie, c'est que de la théorie. C'est de mettre en pratique. Comment on met en pratique toute cette connaissance pour justement pouvoir ressentir cellulairement les bénéfices et transformer votre vie. Écoute, qu'est-ce que je peux ajouter à ce que tu viens de partager? On sent toute la passion et toute l'envie, vraiment, que les personnes qui vont suivre ton accompagnement, enfin ta formation, aillent mieux, renouer avec ces lois du vivant que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, tu le rappelais, il y a plus de 40 vidéos, 45 vidéos, il y a 3 heures et demie de contenu, en fait, précis. Il y a une partie théorique, comme tu nous l'as rappelé là, pour vraiment avoir le pourquoi, avoir notre pourquoi, et il est extrêmement pratique, cet outil que tu nous partages, ces vidéos où on repart avec comment faire. Donc il y a des livrets, il y a 3 livrets, tu le rappelais. Il y a un accès aussi, je sais plus si tu en as parlé. Ah, tu vas revenir, David. En tout cas, je vous le repartage. Il y a également un accès à un groupe privé Facebook où vous pourrez échanger entre vous sur vos pratiques. Comme le rappelait David, il y a cette partie vraiment du savoir, donc c'est la partie un peu théorie, et puis cette partie extrêmement pratique de l'expérience. Donc vous pourrez échanger entre vous et puis échanger également avec David. Donc on est sur du clé en main. Tu nous prends par la main pour nous amener vers un confort dont tu parlais, le confort à travers l'inconfort, mais un confort et à la fois physiologique pour gagner en vitalité, renouer avec votre potentiel et faire grandir votre immunité notamment, et puis un apaisement mental aussi. De toute façon, corps et esprit vont de pair, donc généralement si on entraîne l'un, on entraîne l'autre. Mais là, voilà, il y a vraiment un module dédié. Tu amènes cette partie-là émotionnelle, voilà, en exergue. Donc, c'est une pépite en fait. C'est vraiment un cadeau que vous faites au travers de cette formation. Encore une fois, extrêmement pratique, de l'expérience. Et on l'a vu à travers tout ce que tu nous as partagé, tes voyages et les rencontres que tu as fait tout au long de ta vie. Donc, c'est une offre, vous savez, l'offre de lancement, comme il y a à chaque lancement de webinaire, soirée de webinaire. Donc, ce soir, cette offre est au cadeau de 136 € au lieu de 182. Donc, vous avez cette offre qui est valable jusqu'à dimanche prochain. Vous recevrez dès demain dans votre boîte mail toutes les informations relatives à cette formation avec le replay. Si vous voulez, voilà, de nouveau écouter David et reprendre peut-être des petites notes sur tout ce qu'il a partagé parce que c'est complémentaire aussi au contenu de la formation. Mais en tout cas, c'est un cadeau que l'on se fait pour, encore une fois, gagner en autonomie. Toujours, hein, trouver ce confort dans l'inconfort qui me plaît énormément dans ce que tu partages. Complètement. Et surtout, au cœur de l'hiver, je pense que c'est vraiment des très belles pratiques. C'est, comme je le disais, pour moi, c'est vraiment des pratiques de mindfulness, des pratiques méditatives qui permettent d'apprendre à se connaître tout d'abord, et puis et qui permettent vraiment de se renforcer au cœur de l'hiver et de moins être, surtout si vous avez tendance à être fragile, à être souvent malade. C'est des pratiques où vous pouvez faire des choses pour vous au quotidien pour être en meilleure santé.
Absolument. Vous avez l'offre normalement qui est apparue sur l'écran, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis là, David, je te propose qu'on prenne quelques petites questions. Alors déjà, merci infiniment pour le chat parce que alors moi j'adore quand il y a des échanges. C'est toujours voilà, j'aime à dire qu'on est une petite famille sur Vivo Vojo. Tu le sais, avec toi qu'on le retrouve avec grand plaisir très régulièrement. Donc là, je voyais des échanges entre Christine et Ralph, notamment sur voilà une thématique autour du jeûne sec. Donc peut-être qu'on pourra reprendre la question de Christine. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cet engouement et cet enthousiasme que vous partagez dans le chat. C'est extrêmement plaisant de vous lire. Il y a de très beaux retours. Il y a Micheline notamment, que je le retrouve, qui te disait qui te remercie pour ces explications, qu'elle faisait naturellement certaines choses que tu as partagées ce soir, mais sans forcément comprendre le sens physiologique derrière. Elle constatait seulement que le jeûne et la douche froide lui donnaient beaucoup d'énergie, mais elle va très certainement potentialiser encore les effets. Le fait de le conscientiser et de mettre le sens derrière. Tu parlais de mindfulness, on y est en plein dedans là. Complètement. Il y a des questions sur le nombre de jours de jeûne. Là encore, c'est propre à chacun, j'imagine. Nelly qui pose la question. C'est propre à chacun. Après, l'idée, c'est quand, encore une fois, là, je vous ai partagé une pépite qui est comment on construit de façon progressive c'est une habituation progressive pour habituer son système à gérer la privation volontaire de nourriture. Les bénéfices commencent à arriver à partir de entre 14 et 16 heures pour ce qui est du jeûne intermittent ou de repos digestif, où vous commencez à mettre en branle ces processus d'autophagie. Après, il y a un cap qui est énorme, qui est ce qu'on appelle milestone, qui est vraiment un carrefour entre 48 et 72 heures où votre physiologie, elle va changer de métabolisme énergétique. On va passer d'utiliser le sucre, le glucose ou glycogène, on va passer de ce métabolisme énergétique qu'on appelle la glycolyse à la cétose. La cétose, c'est on va utiliser les acides gras au lieu d'utiliser le sucre pour produire de l'énergie. Et ça se produit en général en fonction des organismes, on n'a pas tous les mêmes organismes et la même quantité, la même corpulence. Ça se passe entre 48 à 72 heures. Et là, on rentre dans un processus qu'on appelle de jeûne long, où là, effectivement, l'autophagie prend toute sa splendeur à partir de ça, à partir de 48-72 heures. Donc sur un jeûne plus long, ça commence à partir de 48 à 72 heures. Voilà, donc des axes, des pistes d'essai. Hein. De toute façon, on est sur des essais. C'est de l'expérience. Sur la formation, encore une fois, il y a beaucoup de choses pour vous aider à arriver là et à mettre ça en place de façon safe, où c'est vous accompagner, parce que on ne décide pas de faire un jeûne long du jour au lendemain comme ça sans aucune préparation. Ni sec non plus. C'est quelque chose qui se prépare comme tout, et c'est important de connaître les tenants, les aboutissants et les principes pour faire ça, pour en récolter le maximum de bénéfices. Fred qui demande, peut-on continuer la pratique du sport pendant le jeûne? Oui, bien sûr. Alors, oui. Ça dépend. Encore une fois, une des phrases que j'aime bien dire, c'est ça dépend, Fred. C'est une très bonne question, mais ça dépend. Y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de qui on parle, quel âge tu as, quel est ton niveau de fatigue, quel est ton niveau de vitalité, c'est quoi ton historique médical et qu'est-ce que tu veux obtenir. C'est aussi tout le but de cette formation, c'est de répondre en fait à ces questions-là qui sont essentielles, parce que de quel type de sport on parle, pour quelle personne, avec quel type de jeûne et où dans le jeûne. Le truc qui est super important, c'est de comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 4 postes énergétiques. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il y a énormément il y a quelque chose qui est de plus en plus populaire qu'on appelle jeûne et randonnée.
super. C'est vrai. J'ai eu l'occasion aussi de faire ça à une certaine époque. Et puis, il y a ce qu'on appelle des jeunes sportifs. Et il y a des jeunes qui sont beaucoup plus hygiénistes, où on est complètement au repos total. Et oui, parce que quand on a compris que le premier poste énergétique, c'est la digestion, le deuxième, c'est la réflexion, le troisième, c'est l'appareil locomoteur. Quand vous faites 15 km en moyenne montagne sur un jeûne et randonnée, toute votre énergie, elle va aller, quand vous êtes en jeûne, sur bouger le corps. Donc, vous allez bénéficier de très peu d'énergie qui va rester pour régénérer le corps. Donc, si le but de votre jeûne, c'est de régénérer pour récupérer d'une maladie ou d'un accident au niveau corporel, vous avez tout intérêt à comprendre ce principe du vivant essentiel que je viens de dire, d'économiser les 3 premiers postes énergétiques pour qu'il reste de l'énergie et toute votre énergie, comme le lion et la gazelle, soit focalisée sur la régénération. Donc oui, bien sûr, on peut faire du sport, mais ça dépend qui et ça dépend quand dans le jeûne et ça dépend quel est l'objectif de ce jeûne-là. Donc, de bouger un minimum pour garder la masse musculaire, oui. Si on veut récupérer de quelque chose de plus insidieux, je trouve que d'aller explorer le jeûne hygiéniste peut faire complètement sens. Ça rejoint sur ce que tu disais, avoir son pourquoi. Exactement. Le pourquoi, il est essentiel. C'est un des gros leitmotifs aussi de la formation, c'est de vous expliquer en fait pourquoi on fait les choses. C'est pas simplement, ça n'a rien à voir avec de la performance, c'est d'avoir un but vertueux derrière de santé, d'être en meilleure santé, d'être en meilleure vitalité et d'être plus en amour avec soi. Parce que complètement la partie hormèse émotionnelle, elle vous permet clairement de rentrer plus en amour avec vous parce qu'il y a moins de stress et il y a une meilleure gestion de son intériorité. Conscientiser ses choix, c'est finalement nous apporter à soi-même déjà beaucoup de réponses. Mais encore faut-il avoir un peu ces clés pour bien conscientiser tout cela. Donc, ouais, c'est ce que tu nous redonnes là. Écoute, merci beaucoup. Marie qui nous dit, je survis avec 15 degrés. J'ai allumé le chauffage 2 fois aujourd'hui. Donc, économie et à la fois bon pour la santé. Exactement. Mais voilà, il y a des pratiques hormétiques dans des endroits où on les attend moins. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous tous. Et je vous souhaite vraiment d'inclure ces pratiques au quotidien parce que vraiment, on peut faire des choses très simples pour soi au quotidien pour être en meilleure santé, en meilleure vitalité et apprendre à mieux gérer son stress. C'est vraiment, on n'est pas, pour moi, c'est vraiment un message d'espoir on n'est pas juste à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vraiment des ancres au quotidien. Ces pratiques que vous pouvez faire qui sont très simples, c'est vraiment une ancre au quotidien qui vous permet vraiment d'être dans votre corps. C'est vraiment une pratique méditative qui permet vraiment d'être dans le moment présent. Et c'est juste extraordinaire. Moi, je pense que c'est une des plus belles clés que m'a donné mon mentor, Maurice. C'est quand le froid, cette pratique volontaire du froid, on sort de la tête. On n'est plus dans ces pensées du travail. Vous revenez dans votre physiologie, dans votre corps. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et qui permet de sortir du mental, de revenir dans le corps et de se faire du bien. C'est tout ça que je vous souhaite. Merci infiniment, David, d'avoir été notre guide ce soir pour faire rejaillir la vie. Tu nous en avais parlé au début, en introduction de ce webinaire. Donc, merci de nous avoir rappelé ces lois du vivant avec lesquelles nous ne faisons qu'un, finalement, comme tu nous l'as dit, et que nous avons le devoir d'honorer pour multiplier ces zones bleues que tu nous as partagées aussi ce soir. Et puis, merci à vous infiniment pour votre présence, pour vos retours chaleureux,
les échanges entre vous. C'était très très bon enfant, très bienveillant. Donc merci beaucoup pour voilà votre présence, votre fidélité. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux renforcement à tous. Belle soirée. Belle soirée.